Bonne année, bonjour à tous et bienvenue dans le 10e des 10 bilans en 10 jours. Ça y est, on va pouvoir refermer le grand livre de la saison 2024. Les 10 équipes et les 24 pilotes ont été passés au crible et on termine la saison avec les meilleurs, même si tout n'a pas été parfait. Pour seulement la 12e fois de l'histoire, le champion ne vient pas de l'équipe qui a été championne constructeur, mais cette saison, McLaren a 6 fois plus gagné que sur les 13 précédentes et renoue avec le titre pour la première fois depuis 1998. Perso, j'étais pas né. Bloqué dans la bataille pour le rôle de meilleur des autres depuis 5 ans, McLaren avait connu en 2023 une saison très mouvementée puisqu'elle était complètement aux fraises en début de saison, puis à la fin, elle avait terminé en étant la deuxième force. Un premier plafond de verre avait été brisé et l'objectif était clair, c'était de pérenniser cette progression, de rester pour du long terme un top team, bref, de ne plus reculer. Pour Norris, on s'attendait à une année charnière car après 4 saisons en Formule 1, s'il se retrouvait avec une voiture compétitive, il allait pouvoir montrer sa pleine valeur et justement, il y avait débat. Était-il un potentiel champion du monde ou non? De mon point de vue, en début d'année, il l'était, et sa mission était donc de prouver qu'il était bien celui que je pense qu'il était. C'est pas français, mais vous avez le principe. Quant à Piastri, sa première saison n'avait pas été parfaite, mais elle avait été très performante et il avait surtout montré des prémices d'un immense talent qu'on lui voyait déjà en catégorie junior. Logiquement, on attendait une montée en puissance et encore mieux, mais surtout, j'avais envie qu'il reste le même sur la piste et dans son style, puisqu'il me semblait réunir beaucoup des qualités qui font un grand champion, donc à la fois plus de rythme, mais rester un petit peu ce Piastri prometteur que l'on connaît dans les qualités de champion, j'ai envie de dire. La saison a bien commencé, mais pas idéalement pour McLaren qui se battait au début pour être la 3e force face à Mercedes. D'ailleurs, à Bahreïn et à Jeddah, Norris termine entre les deux Mercedes. Piastri a lui pu faire 4e en Arabie Saoudite devant ce beau monde, mais il est resté quand même assez loin du podium. C'est un petit peu mieux ensuite puisque en Australie, seul Ferrari est devant et en plus Max a abandonné. Et après un échange de position logique, vu la différence de rythme entre les deux pilotes, Norris prend le premier podium de la saison. Malheureusement, la course suivante au Japon, il va le perdre ce podium puisque Ferrari va piéger McLaren au niveau de la stratégie. Une première erreur pour les oranges, mais à partir de la Chine, on va vraiment commencer à sentir une montée en puissance de McLaren qui s'est un petit peu débarrassé de Mercedes et va viser encore plus haut. Et oui, en Chine, il signe la pole pour le sprint. Malheureusement, il n'est plus que 7e après le premier virage qui s'est très mal passé, mais il va signer un superbe Grand Prix pour s'intercaler entre les deux Red Bull sur le podium. Piastri, lui, est clairement plus en retrait sur ce début de saison et connaît en plus là ici en Chine un souci qui le fait terminer 8e. On arrive maintenant à Miami, le tournant de la saison de McLaren avec un énorme package d'amélioration qui va être apporté et qui va totalement fonctionner. Ça ne se voit pas dans le sprint puisque Norris est mis dehors au premier virage, mais ensuite dans le Grand Prix, ça saute aux yeux. Piastri prend un départ de fou et est l'homme le plus rapide du premier relais. Et après la safety car chanceuse, Norris repart en tête et va mettre un bel écart à la Red Bull. On comprend que quelque chose est en train de changer. En tout cas, le Britannique remporte là sa première victoire en Formule 1. Mais s'ouvre alors une petite période de tâtonnement, d'aucuns diront de gâchis, où le clan orange ne va pas vraiment réussir à concrétiser dans un premier temps. Par exemple, à Imola, ils étaient plus rapides, mais Max a pris la track position grâce à les qualifications et s'impose. À Monaco, pareil, Leclerc construit sa victoire le samedi pour quelques dixièmes. Au Canada, Norris est en tête, mais le timing de l'arrêt au stand détruit ses chances face à Verstappen. En Espagne, c'est au départ que Norris perd cette fois-ci la victoire face aux Néerlandais. En Autriche, dans le sprint, les deux pilotes n'arrivent pas à passer Max et la tendresse de Norris lors du Grand Prix va l'empêcher d'aller chercher une victoire qui lui tendait les bras et va le précipiter dans les bras de Verstappen et pour un accrochage qui finalement coûtera beaucoup plus cher aux Britanniques qu'aux Néerlandais. Et puis à Silverstone, bis repetita du Canada, les deux voitures se retrouvent en tête, mais vont chacune avoir une stratégie catastrophique qui va leur faire perdre tout simplement la course et même le podium pour Piastri. J'ai été assez rapidement sur ces 6 courses, mais voilà, McLaren n'en a remporté aucune, alors qu'elle avait souvent dans ces courses-là un matériel supérieur et aurait sûrement dû s'imposer. On peut se dire que c'est le métier qui rentre, que l'équipe et Norris ont à ce moment-là joué pour la première fois la victoire de manière durable et fiable, mais ça n'en reste pas moins du gâchis. Des courses qu'ils n'ont pas pris alors qu'ils auraient pu ou dû.
Ce n'est qu'en Hongrie que la normalité s'impose enfin aux yeux de tous et se concrétise avec un magnifique doublé, mais il est terni par un imbroglio interne avec des consignes cafouillées qui pour le coup vont un petit peu gâcher la première victoire en Formule 1 de Piastri. C'est selon moi la nouvelle preuve d'une équipe qui n'est pas totalement prête, les fameuses papaya rules ne seront jamais vraiment claires et au final n'aideront jamais ni la cause de Norris ni la cause de l'équipe. C'est toujours un petit peu bizarre. La première partie de saison se termine sur un double raté à Spa. Premier raté pour Norris qui se qualifie un petit peu loin, se retrouve coincé et perd des points sur Verstappen. Piastri, lui, aurait pu gagner, mais l'équipe fait un raté stratégique en faisant un arrêt qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. Ce n'est vraiment qu'au retour des vacances que va s'ouvrir une vraie période de domination où McLaren est au-dessus du lot et va un petit peu le concrétiser. C'est à partir de là que personnellement j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'ils étaient devenus des favoris et que du coup Norris devrait menacer Max. Par exemple à Zandvoort, il a 3 dixièmes et demi lors de la qualification et va gagner avec 22 secondes d'avance même en ayant encore raté son départ. Donc franchement, énorme différence aussi par rapport à la Red Bull à Monza. Malheureusement pour McLaren, pas de consigne d'équipe au départ. Piastri double Norris et Leclerc en profite et ira chercher la victoire en faisant commettre une erreur stratégique au clan McLaren qui fera 2 arrêts au lieu de 1. Donc ça franchement, c'était difficile. Encore un moment où ils ont gâché quelque chose. À Bakou, ils vont s'imposer avec Oscar Piastri. Il y a aussi cette histoire du mini DRS qui restera comme un des moments mystérieux de cette saison. Norris, lui, n'a pas eu de chance ce week-end-là. Il est piégé par un drapeau jaune en Q1, mais il va quand même prendre plus de points que Verstappen en étant parti 9 places derrière lui. Vraiment, c'est la preuve qu'il y a une énorme différence entre les deux voitures et que concrètement, du côté de McLaren, on devrait doucement se rapprocher de la tête des deux championnats. D'ailleurs, on le voit à Singapour où Norris écrase Verstappen avec plus de 20 secondes d'avance, encore une fois, malgré 2 erreurs. Mais on le sait, on l'a vu il y a quelques jours, Verstappen va tuer cette petite lutte au titre en 3 week-ends seulement. D'abord, Austin, où il impose à Norris une dure leçon réglementaire au départ et à la fin de la course, après une nouvelle séquence, comme en Autriche, où le Britannique n'a pas su dépasser alors qu'il avait un rythme plus rapide, clairement. La semaine suivante, au Mexique, Max fait 2 choses illégales et finira derrière, mais ça empêche Norris de s'imposer. Et au Mexique, notons aussi que Piastri, lui, est sorti en Q1 et termine donc bien plus loin. Vous avez vu, on en parle beaucoup moins de l'Australien. On se rattrapera dans le bilan promis, mais c'est pour dire que pour l'instant, voilà, il y a un écart et lui ne joue pas les positions que joue Norris. Et puis au Brésil, alors qu'il avait une occasion en or, Norris rate son départ, est bloqué derrière Russell, rentre au stand au lieu de rester en piste, se rate lors des relances et donc termine seulement en 6ème, une grosse déception, dans le même temps où Verstappen gagne depuis la 17ème place. Voilà, le championnat est plié. La course suivante à Vegas, McLaren est en grande difficulté, peut-être sa moins bonne course de la saison, et la perte du titre est officiellement entérinée de manière comptable. Au Qatar, après un doublé lors du sprint où ils ont dominé, c'est un petit peu plus dur dans la partie Grand Prix où Max tient la tête devant Norris, avant que Norris ne ralentisse pas sous double drapeau jaune, ce qui va lui coûter très cher. Et puis on arrive à Abu Dhabi où McLaren va dominer et au final, même si Piastri est mis hors jeu dès le premier virage par Verstappen, le titre constructeur est validé par la victoire de Lando Norris. Ça a été une fin de championnat, en tout cas une dernière course ultra solide qui donne de l'espoir pour l'an prochain, mais me fait aussi dire qu'on aurait sûrement dû voir ce genre de performance un peu plus souvent cette saison. Bon, le bilan de McLaren est forcément ultra positif. Premier titre depuis 1998, 6 victoires alors qu'il n'y en avait eu qu'une seule depuis 2012, une voiture qui a été la meilleure de toutes sur l'ensemble du championnat, aucun raté au niveau des évolutions, une écurie qui tourne parfaitement, qui est bien gérée, et tout ça alors qu'ils font seulement leur retour au sommet depuis la deuxième partie de la saison 2023 et qu'ils n'avaient pas joué un titre depuis quoi ? Depuis 15 ans. On peut même dire que la plupart des gens en poste chez le McLaren d'aujourd'hui ne se sont jamais retrouvés aussi haut. Cela a donné lieu à des ratés qui vont être abordés dans la partie un peu plus négative qui arrive juste après, mais au bout il y a ce titre et le plus important, ce palier qui a été passé après s'être doucement reconstruite, puis avoir intégré les équipes qui se battaient pour la place de meilleur des autres, avoir ensuite rejoint le wagon des top teams et l'avoir solidifié, McLaren est aujourd'hui la plus forte. C'est un immense succès, encore plus quand on voit l'état dans lequel était l'équipe sur et en dehors de la piste il y a quelques années.
que ce soit évidemment il y a 8 ans sous McLaren Honda, ou bien même il y a encore que 2-3 ans. Voilà, là c'est la concrétisation de ce qu'a mis en place Zak Brown depuis 2018. Ils sont non seulement une équipe qui joue les victoires, mais ils concluent maintenant 2024 comme l'équipe à battre. Donc franchement, un immense bravo. Maintenant, je ne peux m'empêcher de conserver quelques doutes pour la suite et quelques regrets sur cette saison 2024, car il y a eu beaucoup de ratés, un petit peu trop, que cela soit de la part de l'équipe ou des pilotes, et notamment du pilote principal. Vu la machine qu'ils ont eue sur l'ensemble de la saison, je pense que le titre constructeur aurait dû être acquis bien plus tôt, et au final qu'il n'y ait que 14 points d'avance, c'est franchement maigre, vu la différence, je trouve, ça aurait dû être un petit peu plus. Il manque aussi un titre, le titre pilote. On a récemment pu évoquer la responsabilité ou non de Lando Norris là-dessus dans une autre vidéo, et voilà, à l'arrivée aussi, 6 victoires sur 24, quand tu as eu la meilleure voiture quasiment depuis Miami, je trouve ça faible. Je suis totalement d'accord pour dire qu'il faut être un petit peu indulgent parce qu'il découvrait ou redécouvrait ce genre de bataille pour les victoires. Et il faut aussi dire que Max est peut-être l'adversaire le plus redoutable possible et a peut-être pris des victoires qu'il n'aurait pas dû. Mais quand même, Barcelone, Canada, Autriche, Silverstone, Italie, Belgique, Brésil, il y aurait dû avoir au moins 10 ou 12 victoires de McLaren cette saison. Ils en ont lâché beaucoup. Et des victoires en Formule 1, quand elles sont là, faut les prendre, parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elles vont revenir. À l'avenir, ils ne pourront plus se permettre autant de gâchis. J'ajoute à ça une gestion des pilotes que je n'ai pas toujours compris, qui ne m'a pas toujours semblé ni légitime, ni logique, ni efficace. J'ai en tête notamment la Hongrie ou Monza, qui sont les deux exemples les plus probants et qui ont finalement desservi Norris sur la base de pas grand-chose. Heureusement, la fin de saison semble un petit peu plus carrée sur tous les plans. Vraiment, c'est mieux maîtrisé à la toute fin. Voilà, les échanges de victoires qui ont été bien gérés lors des sprints, d'abord au Brésil, puis au Qatar. Le week-end totalement maîtrisé à Abu Dhabi. Si en 2025, on ne voit plus les bêtises qu'on a pu voir en 2024, on pourra vraiment se dire qu'ils ont appris, que tout ça n'était qu'une phase logique de se heurter à des premières fois. Voilà, même si je trouve que quand même, il y a eu un petit peu trop de gâchis. À l'arrivée, ça coûte des victoires et potentiellement un des 2 titres. Pour conclure sur l'équipe, afin d'éviter de rester sur du négatif entre guillemets, même si c'est plus des petits remords, des petits regrets, des petits détails dans une saison qui finalement a été très importante et très réussie, voilà, je veux vraiment redire que le travail réalisé depuis quelques saisons chez McLaren est complètement phénoménal et qu'aujourd'hui, voilà, ils sont l'équipe à battre. Côté pilote, eh bien, on pourrait presque faire le même bilan pour Lando Norris, sauf que lui n'a pas eu le titre. Alors évidemment, il a affronté un monstre, mais je suis obligé de constater qu'il a parfois un petit peu déçu en affichant certaines failles récurrentes, les mauvais départs, une difficulté à s'imposer dans les combats roue contre roue, ça c'est vraiment récurrent, un mental qui a parfois lâché, notamment dans les moments importants, et une personnalité parfois assez insaisissable, qui est un petit peu déroutante et qui nous fait nous demander parfois s'il a complètement la bonne approche. D'un point de vue strictement piste, il a jeté à la poubelle pas mal de victoires et il a surtout gâché énormément de points entre 100 et 150. On a vu la vraie différence de niveau par rapport à Verstappen et clairement, je pense que d'autres pilotes auraient fait mieux que lui et je pense que dans cette saison, c'est le pilote qui conduit la McLaren qui aurait dû être titré. Le Brésil, les duels d'Austin et de Spielberg, Spa, Jeddah, Monaco, même si tout n'est pas forcément comparable là-dedans, il y a eu des ratés, il y a eu des choses moins bonnes, il y a eu des moments où il a un petit peu tremblé, il y a eu plein de points lâchés, tout ça me donne à l'arrivée pas mal de regrets, parce que ça ternit le bilan, il aurait pu et dû faire mieux. Cependant, comme McLaren, il découvrait cette situation, certains n'ont pas eu besoin d'autant de temps et d'autant d'erreurs pour performer rapidement et pour apprendre, et d'autant que par le passé, il avait déjà joué des bonnes positions et raté quelques victoires, mais voilà, reconnaissons qu'il a débarqué en terre relativement inconnue et qu'il a dû tout assimiler. Il a aussi largement et clairement dominé Piastri, qui est pourtant considéré comme un crack absolu, mais qui n'a jamais été une menace pour Norris. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre l'estimation qui est faite du niveau des 2 pilotes. Oscar a peut-être des qualités de champion, on arrivera sur lui dans quelques instants, mais la performance pure est plus que largement à l'avantage de Norris, il n'y a même pas photo. Voilà, il y a un petit monde d'écart entre les deux. Pour autant, j'ai l'impression que ça n'est pas souligné, au contraire même. Le gros point fort du Britannique, c'est son rythme pur. Il l'a quasiment toujours et il fait partie des tout meilleurs dans ce domaine. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de week-end où Norris galère. Non, en termes de amener la voiture à 100% ou pas loin, tous les week-ends il est là. Après, dans l'exécution, la concrétisation, on vient d'en parler, il y a des défauts, mais dans le rythme, ça c'est énorme. Et ça, chez Piastri, on y arrive, mais il n'y a pas encore.
Tout ça fait que pour moi, malgré des gâchis dont on a parlé, eh bien Norris est clairement sur le podium des meilleurs pilotes de cette saison, chez moi à la 3e place, mais de peu derrière Charles Leclerc. Il a dit en fin d'année que 2025 serait sa saison. Ok Lando, vas-y, on regarde, il y a beaucoup de choses à épurer, va falloir assumer, j'ai hâte de le voir parce que je le redis, le potentiel pure performance, il est là chez Norris. Quant à Piastri maintenant, il y a eu de très bonnes choses. En premier lieu, Bakou, la Hongrie, Monza, Jeddah, Monaco. On peut aussi citer Imola, Miami, Silverstone ou Spa qui sont très bons. Disons qu'il y a 40% de la saison qui est excellent, voire exceptionnel, alors qu'il faut le rappeler, ce n'est que sa 2e année. Et ça, évidemment, on le prend en compte quand on le juge. Malgré tout, je ne peux que constater l'écart avec Norris et les week-ends de 100 qu'il a pu nous donner. Il y a 8 week-ends où il a moins de 6 sur 10. Ça fait un tiers de la saison, c'est quand même pas mal. Et ce, sans jamais avoir de week-end catastrophe avec des crashs. Ça, c'est un point à mettre à son crédit. Il est toujours très propre, constant. Mais voilà, sans être dans la catastrophe, il y a des week-ends où juste la perf, elle n'était pas trop là. Ça n'est pas beaucoup soulevé, mais pour moi, il galère un petit peu et il n'a pas passé tous les paliers que j'aurais aimé le voir avoir passé au bout de la 2e saison. Là où il est vraiment excellent, on en a touché un mot tout à l'heure, c'est qu'il semble avoir les qualités de champion, de tueur, de tactique qu'il faut, notamment dès qu'il joue les hautes positions. Ça, clairement, il semble l'avoir et c'est très bien. C'est peut-être d'ailleurs ce que Norris, lui, n'a pas exactement montré cette saison. Cependant, c'est l'inverse aussi de l'autre côté. Niveau rythme pur, il est pour l'instant très loin du compte. Alors que pourtant, j'ai des souvenirs assez récents de la 2e saison de Leclerc, comparable parce qu'elle a été effectuée dans un top team qui se battait pour des victoires. Eh bien, Leclerc avait été bien meilleur, il était dans le rythme des tout meilleurs, alors que son coéquipier, c'est Vettel, qu'il était chez Ferrari et que c'était sa première saison dans un top team. C'est évidemment dur de comparer les deux là comme ça d'un coup, mais disons que pour un prodige, qui est un terme souvent utilisé pour lui, pour une pépite hors norme, ce que je crois qu'il est effectivement, eh bien, je trouve que le compte n'y est pas totalement et qu'il jouit d'une certaine réputation qui pour l'instant est un petit peu illégitime. Ses mauvaises performances ne sont pas vraiment soulignées, je trouve. Pour toutes ces raisons, et bien que ça reste une bonne saison, je veux insister là-dessus, il a glissé dans mon classement par notes, il a longtemps été 4e, puis est passé solide 5e, et là, sur les derniers week-ends, eh bien, il a glissé au 7e rang sur la toute fin d'année. Preuve que voilà, même s'il a beaucoup de circonstances atténuantes et que c'est bien, je reste un peu sur ma faim. L'année prochaine sera l'année de la confirmation pour McLaren. Au-delà du plan technique, tout le monde va devoir prouver que les leçons parfois dures de 2024 ont été apprises et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Maintenant, c'est eux l'équipe à battre. L'équipe doit continuer de développer à la perfection. On sait qu'on l'a vu avec Red Bull, quand on est leader, parfois on peut se perdre un petit peu, c'est dur de continuer. C'est à eux maintenant de gérer ça. Il faudra aussi gommer les erreurs qui ont coûté des victoires sur la stratégie et sur plein d'autres détails. Clairement, l'équipe doit être prête à se battre pour les 2 championnats. On n'attend pas moins que ça pour McLaren l'an prochain. Norris lui devra assumer ses paroles d'Abu Dhabi, passer l'ultime palier, devenir un patron, jouer le titre. Il ne pourra pas se permettre de gaspiller autant dans une 2e saison. Et puis Piastri a, je trouve, pas mal de pression car la 3e année est toujours assez révélatrice pour un pilote, c'est un point de passage et que pour l'instant justement, il n'est pas totalement en phase avec les temps de passage qu'on lui prédisait. Il va devoir se mettre au niveau de son coéquipier et de sa voiture. Bref, 2025 s'annonce hyper excitante pour McLaren qui va avoir beaucoup à prouver, mais qui peut aussi assumer son statut de championne en titre. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces bilans de la saison 2024. On vient tout juste de passer à 2025 et justement, c'est ce que je vais vous proposer de faire lors des 2 mois qui arrivent. Vous projeter sur cette saison absolument incroyable qui arrive. Il y aura des vidéos en janvier, en février, à intervalles réguliers, un petit peu moins que d'habitude, pour se laisser respirer, mais réussir quand même à construire le fil de cette saison 2025 qui nous attend à partir de la fin février, début mars. Merci de votre soutien lors de tous ces bilans, lors de cette année 2024. J'espère que la 2025 nous réservera encore une fois d'excellentes choses. Et au passage, pour finir l'année, un petit like, vous abonner, ça aidera toujours. Merci à tous, je vous donne quand même la réponse à la question d'hier qui était si Leclerc gagne 10 grands prix par saison à partir de l'an prochain et qu'Hamilton n'en gagne plus, quand le rattrapera-t-il au nombre de victoires? Eh bien si Leclerc gagne 10 courses par an chaque année, il n'égalera le score d'Hamilton qu'à la fin de la saison 2035.
Voilà, j'ai pas les mots pour ça. Et bon, puisqu'il n'y a pas de vidéo demain, et ben il n'y a pas de questions pour McLaren. On va simplement se quitter avec Enzo Ferrari, qui vous souhaite à tous une excellente année 2025. Que vos pilotes, que vos équipes réussissent le mieux possible cette saison, mais qu'elles terminent derrière Ferrari, évidemment. À bientôt.